Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir Africa Today pour vous informer. Il est l'heure du 20h. Bienvenue dans ce journal. Dans le souci de fournir à la population des infrastructures sociales de base, le gouvernement guinéen, à travers des partenaires indiens, est en train de bâtir du côté de Gbessia, dans la commune de Matoto, un centre hospitalier à dimension internationale sur invitation du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail a effectué ce lundi une visite sur le site, une manière de s'enquérir des réalités de l'état d'évaluation des travaux. Le reportage est signé Oumar Sow. Cela fait plus de 2 ans depuis l'entame des travaux pour la construction de l'hôpital international indo-guinéen. C'est une infrastructure sanitaire qui vient répondre aux préoccupations de la population pour des soins de santé. La mission, après avoir visité les différents compartiments de cet ouvrage, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale dit être satisfait de l'état d'évolution du chantier. Aujourd'hui, cet hôpital, le gros ouvrage est quasiment terminé. Nous attendons la fourniture du matériel afin que d'ici, si Dieu le veut bien, en fin décembre, pour que nous puissions avoir un hôpital opérationnel. Selon l'entreprise en charge de l'ouvrage, les travaux sont exécutés à 80%. À date, la rénovation du bloc A est presque terminée. Les 2 prestataires du centre hospitalier disent tout mettre en œuvre pour préfinancer les travaux. Dans l'exécution de ces travaux, seulement la construction du bloc administratif réservé pour le logement du personnel n'est pas encore entamée. Financé par une entreprise indienne en partenariat avec la Caisse nationale de sécurité sociale, selon le bailleur de fonds, cet hôpital, une fois achevé, permettra à la Guinée de réduire les cas d'évacuation des malades dans les pays étrangers. Je suis très reconnaissant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui m'a donné la chance de réaliser cet hôpital, qui devra dans les meilleurs délais être une fierté pour les Guinéens, parce qu'ils ne se rendront plus à l'extérieur pour se soigner, mais plutôt ils vont recevoir des étrangers qui auront besoin de se soigner dans cet hôpital. À travers la réalisation de cet ouvrage, pour le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la Guinée sera désormais l'une des références de la sous-région en matière de structures sanitaires. Je remercie la Caisse de m'avoir convié à cette visite dès l'instant où j'ai pu voir de manière concrète le travail gigantesque qui est en train d'être accompli pour répondre à une des préoccupations majeures du président de la République, le professeur Alpha Condé, à savoir fournir aux populations guinéennes des infrastructures sociales de base de qualité. Le directeur général de cet hôpital international indo-guinéen a rassuré que tous les soins de santé seront satisfaits dans ce centre. Dr Kumar a également promis qu'une bonne partie du personnel viendra de l'Inde, des Philippines, du Maroc, mais aussi de la Guinée. Il est aussi prévu dans ce projet la construction d'un institut qui facilitera le transfert de compétences de ces étrangers pour les travailleurs guinéens. L'angios permis est souvent diagnostiqué pour résoudre les problèmes liés à la fécondité dans la plupart de ces cas diagnostiqués dans les hôpitaux. Il ressort selon les spécialistes que ce sont des infections qui sont à la base. Diao Bachir pour le reportage. Selon des informations parues dans le monde, entre 15 et 30% des couples africains ont des difficultés à procréer. Et les mauvaises conditions sanitaires sont souvent des facteurs qui aggravent ce phénomène. En Guinée, le problème d'infertilité devient de plus en plus fréquent entre couples, voire même partenaires. Mais pour le docteur Gaussou Fadiga, ce sont les infections mal soignées qui constituent la principale cause de cette infertilité. Agiospermie, ça veut dire les spermes n'ont pas de spermatozoïdes qui provoquent aujourd'hui des problèmes de fécondité chez les hommes. Et en réalité, ces problèmes de fécondité se compliquent aussi en prostate chez les hommes en âge avancé. Tout ça, c'est des infections. En tant que médecin généraliste spécialisé en naturopathie, Dr Gaussou Fadiga estime pourtant que la valorisation et la transformation des 3000 espèces de plantes médicinales que possède le pays peuvent servir à guérir toutes ces maladies. Les plantes sont scientifiquement étudiées en propriétés médicinales aussi bien qu'en ingrédients actifs ou en principes actifs. Et ça, c'est des valeurs thérapeutiques incontournables
pour le traitement de toutes les maladies modernes, inclut les tensions, inclut les problèmes de prostate, inclut les varicocèles ou l'agiospermie ou les problèmes de fécondité. D'après d'autres informations, 40% des couples qui ont des problèmes d'infertilité ne se rendent pas dans une structure spécialisée. Et quel rôle joue le Centre national de surveillance des pêches, CNSP en abrégé, dans la gestion durable en Guinée? Une question à laquelle notre reporter Aïssata Fofana s'est intéressé lors de la récente visite de terrain du ministre de la Pêche et de l'Aquaculture dans les locaux de cette structure. Le CNSP, fruit de la coopération guinéo-canadienne et de la Banque mondiale, est un établissement public à caractère administratif doté d'une personnalité morale, d'une autonomie financière et de gestion. Il a pour mission de veiller au respect de la législation des pêches en République de Guinée. Il est particulièrement chargé de contrôler les zones de pêche et d'inspecter les navires de pêche, les engins et les équipements connexes, de contrôler les captures, les transbordements et de suivre les débarquements, gérer les programmes observateurs, inspecteurs et communication, assurer le suivi satellitaire des activités des navires de pêche industrielle par le BMS et l'AIS, collecter les données statistiques, les traiter et procéder à leur analyse préliminaire. Outre ses attributions, il est aussi chargé de préparer le plan annuel d'aménagement de gestion des pêcheries, du suivi de la mise en œuvre de ces dispositions, de la perception des contributions financières au programme des observateurs et des taxes de surveillance. En dépit de ce rôle prépondérant qu'il assure dans la gestion durable des ressources halieutiques, le Centre national de surveillance des pêches fait face aujourd'hui à un certain nombre de contraintes. Le statut actuel est devenu caduc au regard du niveau de nouvelles activités développées depuis plus d'une décennie. Les ressources disponibles financières sont nettement insuffisantes pour une surveillance efficace de la ZEE. Le CNSP ne dispose pas de patrouilleurs de haute mer de grande autonomie. Le personnel agent de surveillance observateur mérite d'être rajeuni en grande partie. La capacité d'accueil des bases est insuffisante. Le dispositif de surveillance satellitaire mérite une extension et une adaptation au système généralisé au niveau de la sous-région. Le manque total de logistique, véhicules de liaison pour les bases, pour tracter les vedettes et la direction générale. Le manque d'eau potable dans les bases de surveillance côtière. Des attentes qui semblent tomber dans de bonnes oreilles. Je peux vous assurer de rester réceptif à toutes les suggestions et propositions qui vont dans le sens de la consolidation des acquis et de l'atteinte des objectifs de développement du secteur. Ce centre de surveillance, implanté le long des côtes à travers ses bases, compte 338 travailleurs et est dirigé par un conseil d'administration et une direction générale. L'opposition républicaine maintient son mot d'ordre de marché ce mercredi 20 septembre 2017 pour exiger la tenue rapide des élections locales cette année. C'est le vice-président de l'UFDG qui l'a dit ce mardi sur les antennes de Chéri FM Guinée. Pourtant, un communiqué publié par le bureau de presse de la présidence annonce la disponibilité des fonds alloués à l'organisation de ces élections. Ce communiqué ne rassure pas les leaders de l'opposition républicaine, contrairement à la mouvance présidentielle. Le décryptage de Saloum Kandé. C'est une question de temps qui préoccupe tout d'abord le vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée en parlant des élections locales. Pour Ibrahima Cherif Ba, les jours passent vite et l'année avance. En confirmant le maintien de la manifestation, il qualifie la disponibilité des fonds pour l'organisation de ces élections d'un effet d'annonce. La date est maintenue, le programme est maintenu. Oui, nous avons lu le communiqué, nous l'avons écouté dans les médias d'État, mais c'est comme une forme d'effet d'annonce encore. Il y a déjà un communiqué le 31 juillet dernier, n'est-ce pas? Ça fait 1 mois et demi. Communiqué appelait expressément toutes les institutions de l'État à jouer leur rôle pour mettre en œuvre toutes les clauses de l'accord d'octobre 2016, bientôt 1 an. À notre avis déjà, le chef de l'État devrait sanctionner tous ceux qui n'ont pas joué leur rôle pour exécuter ces instructions qu'il a données. Ce n'est pas l'affaire de montant, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est le temps.
on a demandé des élections avant la fin de cette année 2017. Pendant ces temps, certains responsables de la mouvance présidentielle apprécient la démarche du président de la République. C'est le cas par exemple de Alpha Ibrahima Keïta, pour qui le président ne peut sanctionner une autre institution. Comment le président de la République, qui est une autre institution républicaine, peut-il se permettre de sanctionner il n'a pas ce pouvoir. Je ne sais pas maintenant si on veut que l'on tombe dans l'arbitraire ou que le président fasse ce qui n'est pas requis par les lois de la République. Maintenant, s'il y a des défaillances au niveau de la CENI ou au niveau d'une autre institution, eh bien, on sera tous au regret de constater que les commissaires de la CENI ou de cette institution n'ont pas joué leur rôle. En tout cas, l'opposition, elle, maintient la date du 20 septembre 2017 pour sa manifestation, à moins qu'un changement de dernière minute n'intervienne. Les acteurs de la société civile guinéenne, notamment le consortium Aide Guinée Apide, toujours préoccupé par une participation active des citoyens au processus démocratique et à la gouvernance locale. C'est dans cette dynamique qu'une rencontre d'échange entre les élus locaux et les citoyens a été initiée ce mardi dans la commune de Ratouma. La démarche vise à restaurer un climat de confiance entre les responsables à la base et leur mandat. Le compte rendu est signé Daouda Mohamed Kamara. D'après le constat, l'absence totale de concertation entre les citoyens et les élus locaux, ainsi que l'insuffisance d'informations sur la gestion des collectivités, constituent en partie des facteurs qui freinent la participation des citoyens au processus de développement local. Pour donc faire face à ce défi, le consortium Aide Guinée Apide a initié ce projet d'appui à la participation de la communauté à la base au processus et à la gestion locale. C'est en fait créer des informations, un échange entre les élus locaux et les citoyens. Que ceux-ci arrivent vraiment à discuter sur les problèmes liés à la commune. C'est un problème de redevabilité en fait. Que les élus locaux viennent rendre compte de leur action et que les citoyens aussi arrivent à présenter leurs préoccupations aux élus. À l'issue de cette rencontre qui vise à faciliter et renforcer la communication entre les élus et leurs mandants, plusieurs thématiques seront abordées, parmi lesquelles quelques-uns sur lesquels revient le consultant du projet. Les thématiques qui sont développées durant cette rencontre sont liées à la gouvernance locale, c'est-à-dire sur 4 principes: la légitimité, la redevabilité, l'accès à l'information et l'efficacité dans la gestion. En travail participatif, le panel a réuni des élus locaux, membres de la société civile ainsi que des religieux. Une initiative saluée par le président de la délégation spéciale de Ratouma, pour qui de telles rencontres s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance locale qui passe nécessairement par l'implication des citoyens dans le processus de développement à la base. Elle nous permettra aussi, sans nul doute, de créer un espace d'expression, de partage et d'analyse des informations entre les élus et les citoyens de notre commune. C'est pourquoi nous apprécions à juste titre la présence des honorables députés qui apporteront suffisamment d'informations à certaines questions liées à leur rôle et aux différents projets de développement des collectivités. C'est un projet financé par l'Union européenne à travers le programme d'appui à la société civile PASOK et concerne les 5 communes de la capitale Conakry. Le ministre des Travaux publics veut instaurer une gestion décentralisée des routes en Guinée, ceci en installant des comités locaux de gestion des routes sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, impliquer tous les acteurs socio-économiques dans la sauvegarde du patrimoine routier. Soirée Boubacar nous en dit davantage. Le réseau routier guinéen est aujourd'hui pour la plupart dans un état de dégradation très poussé. Ce, malgré les efforts tant soit peu fournis par le ministère des Travaux publics pour assurer la mobilité en toute sécurité des personnes et leurs biens, le manque à gagner sur ce domaine reste encore énorme. D'où la nécessité, selon la ministre Oumou Kamara, de mettre à contribution tout le monde dans la gestion des routes existantes. Sous la coordination technique du ministère des Travaux publics, les sociétés minières, les transporteurs et autres usagers
pourront être mises à contribution pour maintenir ces routes préfectorales et communautaires en bon état dans l'intérêt de tous. Cette gestion communautaire des routes implique la création des comités locaux de gestion afin de les maintenir dans la durée. Ce programme va être un système de transfert de compétences afin de vous participer désormais à l'entretien et à la protection de ces routes. Il s'agit d'aborder le problème dans ses aspects institutionnels et opérationnels. Mon département veut installer le comité local de gestion des routes pour qu'elles soient beaucoup plus durables. À rappeler qu'à date, le ministère des Travaux publics a préparé 55 projets, dont 38 projets de réhabilitation de routes et 17 ouvrages de franchissement, et ce, dans toutes les régions du pays. Jet de pierre contre gaz lacrymogène. Cocody n'était pas habitué à ce genre de scène guérilla urbaine. L'inquiétude de ce quartier UP d'Abidjan, Côte d'Ivoire, a été troublée hier par des affrontements entre policiers et étudiants. Ces derniers protestent contre la hausse annoncée des frais de scolarité. Regardez. Scène d'intifada à l'ivoirienne. Dans des nuages de gaz lacrymogène, des étudiants ripostent à coups de pierre. Les forces de l'ordre partent à l'assaut de la résidence universitaire. Égard à ceux qui tombent dans le piège, comme ces étudiantes totalement à leur merci. L'université est un champ de bataille et les policiers doivent reculer. Les manifestants, eux, rentrent sur le campus. Ils se battent contre une hausse des frais d'inscription qui varie du simple au double dans les collèges et les lycées. Officiellement, c'est pour financer ces élémentaires. Pas question pour la FESI, le syndicat étudiant. Ce n'est pas un parent d'élève de construire une école. Ce n'est pas un parent d'élève de réhabiliter. Et les articles 9 et 10 de la Constitution sont clairs là-dessus. C'est le rôle de l'État et des collectivités territoriales. Donc ce n'est pas à nous de débourser un rond pour la construction d'une école. C'est en leur nom que la FESI se bat. Ces lycéens ne sont pas acteurs, mais spectateurs de cette confrontation. Ils déplorent la situation, leur rentrée est gâchée. Ils sont venus faire tout ça, c'est pour perturber notre cours, on ne sait pas quoi faire. Franchement, ça ne nous arrange pas. La violence ne joue pas en la faveur de la FESI, qui ne suscite pas l'adhésion populaire. Pourtant, la cause qu'ils défendent est partagée par certains parents. Ces frais d'inscription-là sont trop exorbitants. Il faut que vraiment on allège un peu vraiment la manière de faire pour que vraiment on puisse payer les inscriptions. Sinon c'est trop. Interdite dans les établissements du secondaire, la FESI est le seul syndicat à descendre dans la rue pour défendre les lycéens. La ministre ivoirienne de l'Éducation nationale a décidé de poursuivre leur secrétaire général en justice. Près de 190 000 en 2016, moins de 50 000 aujourd'hui. Un an plus tard, 4 fois moins en 12 mois, le nombre de migrants secourus en Méditerranée a baissé de façon spectaculaire. Résultat de l'accord entre Bruxelles et les gardes-côtes libyens qui empêche les candidats à l'exil de rejoindre leur Eldorado européen. Mais revers de la médaille, la Libye retient les clandestins dans des conditions inhumaines. C'est ce qu'affirme la présidente de Médecins sans frontières. Regardez. Le rêve de ces Africains qui fuient la violence et la misère vient d'être brutalement interrompu au large de Tripoli. Depuis que l'Europe envoie des centaines de millions de dollars à la Libye, la garde côtière et les policiers libyens interceptent de plus en plus de migrants et les envoient dans ces centres de détention où ils sont traités comme des bêtes, selon Médecins sans frontières. J'ai jamais vu quelque chose aussi violent, aussi inhumain, où on a servi l'homme à du cargo et sur lequel, aujourd'hui, j'appelle ça vraiment le business sur le désespoir. La pédiatre montréalaise a vu beaucoup d'horreurs, des massacres en Syrie, en Centrafrique, au Congo. Mais ce qu'elle a vu dans ces centres de détention en Libye l'a bouleversée comme jamais auparavant. Quand je suis arrivée, il y avait un immense colosse de 300 livres qui est là, qui est arrivé, qui a ouvert la cellule. Et là, on s'imagine, là, c'est grand comme un gymnase d'école élémentaire. Et il y a des centaines de gens qui s'entassent un par-dessus l'autre. Ils ont moins de 1 pied carré pour s'asseoir. Ils ne peuvent pas étendre les jambes. C'est sombre, c'est pas ventilé. Et quand le colosse rentre, il fait...
comme ça, il donne un coup comme ça avec un bâton. Et là, les gens se reculent. Et là, j'ai vu des centaines de paires de yeux qui m'ont regardé, la terreur dans les yeux. Et c'est surtout cette peur-là, cet asservissement-là. Et là, les gens se sont toutes mis à chuchoter. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Les mains comme ça vers moi. J'ai jamais vécu ça, donc j'ai jamais senti un sentiment de si grande impuissance que ça. I lose everything. Ces rares images, tournées par une équipe britannique, montrent des dizaines d'Africains entassés dans une salle sans toilette. Ici, la mort est plus envisageable que la vie. Cette femme vient d'accoucher. Son bébé est mort au bout de son sang. Le même sort la guette. I lost her. There's no carry, and I'm here. I'm dying also. There's no carry for me. I'm dying. I'm dying. Près d'1 million de migrants seraient coincés de force en Libye, dans des réseaux de prostitution et de travaux forcés, et dans ces centres de détention. Personne ne sait combien de gens vivent et meurent dans ces centres où les viols et la torture gratuite sont plus fréquents que les repas. Faire des punitions collectives, faire déshabiller les gens, tout nus, courir dans le milieu d'une cour publique du centre de détention sous un soleil de 50 degrés, puis attendre qu'ils s'épuisent et qu'ils se mettent à pleurer parce que ça fait des heures qu'ils courent comme ça. La présidente de Médecins sans frontières voudrait que les contribuables des pays riches réalisent que leurs impôts subventionnent ce trafic humain. Pour la Dr Liu, quand on intercepte des bateaux débordants de migrants pour les retourner en Libye, on envoie des femmes enceintes à des tortionnaires qui les violent chaque jour. Dans l'actualité encore, le monde entier attendait sa vérité. La conseillère spéciale de l'État a enfin parlé. Prix Nobel de la paix, icône des droits de l'homme en Birmanie, la dame de Rangoon était critiquée pour son silence dans la crise des Rohingyas. 400 000 membres de cette minorité musulmane ont fui les persécutions. Direction au Bangladesh voisin, celle qui dirige de facto la Birmanie se dit aujourd'hui prête à organiser le retour des réfugiés. Suivez. Le moment est scrupuleusement choisi. Quelques heures avant l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, Aung San Suu Kyi est sortie de son silence. Un discours à l'adresse de sa nation, mais aussi de la communauté internationale, très critique et accusatrice à l'encontre de la Birmanie. Devant les ambassadeurs en poste à Naypyidaw, la prix Nobel de la paix a voulu expliquer, clarifier et justifier aussi la politique de son pays. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes à travers le monde concernant la situation à Rakhine. Le gouvernement du Myanmar n'a pas l'intention de rejeter la faute ou de s'abstenir de responsabilité. Nous condamnons toutes les violations des droits de l'homme et la violence illégale. Aung San Suu Kyi condamne les violations des droits de l'homme, mais ne condamne pas directement l'armée. Une armée accusée, selon des témoignages et des images satellites, d'incendier des villages et de tirer sur des civils. Elle affirme qu'aucune opération de sécurité n'a eu lieu depuis le 5 septembre et demande des preuves solides. Des organisations des droits de l'homme comme Amnesty International dénoncent une politique de l'autruche, voire un déni de la part de l'icône birmane. Les enquêteurs de l'ONU réclament, eux, l'accès au site. Il est important pour nous de voir de nos propres yeux les endroits où ces violations présumées se sont produites et de parler directement avec les personnes affectées et avec les autorités. La dirigeante birmane a quand même fait un geste. Elle a entrouvert la porte pour un retour éventuel des Rohingyas au pays. Ils sont plus de 400 000 réfugiés dans des camps au Bangladesh voisin. Nous sommes prêts à commencer le processus maintenant. Et ceux qui ont été vérifiés en tant que réfugiés dans ce pays seront acceptés sans aucun problème, en toute sécurité, et auront accès aux aides humanitaires. Mais concrètement, quelle vérification, quel papier fournir? Les Rohingyas sont apatrides et ont fui, laissant souvent tout derrière eux. Détenu, l'addition s'il vous plaît, l'expérience est unique à son genre. Cela se passe en Colombie, en Carthagène, dans le nord du pays depuis plus d'1 an. Cela maintenant, on peut dîner en prison. Le service, la cuisine, ce sont des femmes détenues qui font tourner la boutique, une façon de les amener sur la voie de la réinsertion. Suivez.
La salle affiche complet presque tous les soirs. Plats gourmands, ambiance chaleureuse et une particularité, le client est servi en prison. Au fourneau, au bar ou dans la salle, une dizaine de prisonnières s'activent. Un moment de liberté pour ces femmes détenues. Ici, on se change les idées, on oublie tout ce qu'on vit en prison. Nous avons beaucoup appris grâce au chef cuisinier et maintenant on pense à l'après, à être capable de créer notre commerce ou de travailler ailleurs, dans un autre restaurant ou dans un hôtel. Toutes ont été choisies minutieusement après plusieurs jours de formation. Elles reçoivent une prime mensuelle de 60 € versée à leur famille et gagnent un jour de remise en liberté par jour travaillé. L'objectif de ce projet créé par une association, les amener doucement vers la réinsertion. C'est un projet qui inclut des cours d'éducation, de théâtre, de pâtisserie, de jardinerie, d'entrepreneuriat, de cuisine, de service. L'idée, c'est de leur donner des outils pour leur offrir une deuxième chance. Une expérience saluée par de nombreux clients. C'est vraiment exceptionnel de voir ces filles se surpasser, progresser. Il faut toujours donner une deuxième chance. Grâce à l'argent récolté, de nouveaux lits et des matelas ont été achetés pour l'ensemble des prisonnières. Autre projet de l'association, un restaurant en extérieur cette fois-ci pour accueillir des détenus en fin de peine. Un dernier pas vers la réinsertion. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention et bonsoir chez vous.